Pourquoi est-ce que j'aime tant l'architecture? Pour plein de raisons différentes. Parce que ça me procure des émotions, ça me donne un sentiment de bien-être, de réconfort, de sécurité ou encore de calme. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est quand un bâtiment raconte une histoire. Lorsqu'à partir d'une construction, on peut comprendre plein d'autres choses. C'est le cas d'une maison dont on nous a ouvert les portes. Pour la comprendre, on a dû s'intéresser à l'histoire de son pays, le Zimbabwe. On est à 1h30 de Harare, la capitale du Zimbabwe, et on vient d'arriver dans la propriété d'une immense ferme. Et nous, on va aller se rendre tout en haut de ce rocher pour aller visiter une maison. Donc ça s'annonce vraiment incroyable. Nous, on va tout là-haut. C'est super haut, hein. Je crois qu'on aperçoit la maison. Waouh! La première chose que je fais quand je visite une architecture, c'est essayer de la comprendre. Chercher la raison de chaque élément. Le sens derrière ces formes, le choix des matériaux, l'espace attribué aux pièces, l'organisation des volumes, etc. Mais pour pouvoir faire ça, je prends toujours le temps de parcourir chaque espace intérieur mais aussi extérieur. Regarder l'architecture ne suffit jamais à la comprendre. Il faut aussi observer et analyser ce qui l'entoure et sa relation avec l'environnement. Selon moi, il faut aussi expérimenter l'architecture. J'essaye toujours de me mettre dans la peau de quelqu'un qui vit et utilise les lieux. Cette maison, elle a été dessinée par le studio Ceylern, un bureau londonien. Il leur a fallu seulement 9 mois pour faire tout le concept et tous les dessins de cette maison, mais par contre il leur a fallu 6 ans pour construire. Mais ce n'est pas parce que cette maison a été difficile à construire, mais parce que les matériaux ont été difficiles à trouver, mais surtout à acheter. Pour mieux comprendre le temps de construction de cette maison et la difficulté qu'il y a eu, il faut revenir sur l'histoire économique du Zimbabwe. Donc le Zimbabwe, il a été indépendant en 1980. À cette époque, c'était un grand exportateur de produits agricoles. Mais cette richesse, elle appartenait à une minorité qui avait 70% des terres du Zimbabwe. Le président Robert Mugabe, dans les années 2000, il crée une loi pour récupérer ces terres et les répartir aux populations. Malheureusement, elles ont été mal redistribuées. Et donc la production a peu à peu diminué et le pays est rentré dans une crise économique très forte. Au début du XXIe siècle, l'agriculture d'exportation n'existait quasiment plus et c'était uniquement une agriculture de subsistance.
existence. Pour avoir une petite idée, l'inflation du pays était seulement de 30% en 1998, elle est passée à 200% en 2002 et elle est passée à 100 000% en 2008. Donc je resitue, notre construction de la maison, elle a commencé en 2006. Cette hyperinflation, elle a engendré une instabilité au niveau des prix des matériaux. Donc c'était très difficile d'utiliser des matériaux venus de l'étranger parce qu'ils étaient énormément taxés. Et donc dès le début, les architectes ont fait le choix d'utiliser un maximum de matériaux locaux. On va t'en parler un petit peu plus tard, c'est très impressionnant les matériaux qui ont été ici mis en œuvre. La maison se compose de 3 éléments basiques. Il y a tout d'abord ces 2 volumes massifs en granit. Dans l'un se trouvent les chambres des invités et dans l'autre se trouvent la cuisine, la buanderie et les techniques de la maison. Le deuxième élément est cette grande plateforme en bois et finalement ces 2 grandes toitures en porte-à-faux qui cadrent sur le paysage, qui permettent aussi d'avoir un grand espace ombré. Et sous l'une de ces toitures, il y a cette boîte en verre dans laquelle se trouve le salon d'hiver qui lui aussi te permet d'avoir une immense vue sur le paysage. La maison a été pensée pour s'intégrer dans le paysage, pour en faire partie et non pas pour le déranger comme un élément exogène. D'un côté, la maison est ancrée dans le sol, elle est comme accrochée à cette roche. Et de l'autre côté, la maison donne la sensation d'être en lévitation au-dessus de cette roche. Et ça, c'est accentué aussi par le fait qu'elle se trouve au bord de la falaise. Ce gros caillou sur lequel je me trouve et sur lequel la maison vient se poser, on le retrouve un petit peu partout. L'idée a vraiment été de laisser cette pierre la plus naturelle possible et c'est pour ça qu'ici tu peux voir que la vitre en fait elle suit la forme de la pierre. Elle rentre même à l'intérieur de la maison et elle devient un élément à part entière de la maison. Ici c'est utilisé comme une étagère pour poser les jouets des enfants. Ces grosses pierres, c'est vraiment typique du paysage zimbabwéen et d'ailleurs de la maison on en voit partout autour de nous. Cette roche, elle vient plonger dans la piscine et elle devient le sol de la piscine. Et ça rappelle aussi le dam qui est juste en face de la maison. Un dam, c'est un réservoir d'eau artificielle et donc ici, juste en face, c'est l'eau d'un petit barrage. Et lorsque la pierre a dû être creusée, taillée, comme là où je me trouve, elle a été taillée pour créer cette terrasse, et bien, elle a été dynamitée et elle a été laissée brute comme ça. Donc on peut voir les lignes de dynamite. Et tous les morceaux qui ont été enlevés de cet espace ont été réutilisés sur les façades des autres parties du bâtiment. Et à nouveau, la pierre rentre dans l'espace intérieur et ici, elle devient le mur de la salle de bain. Cette pierre, elle est présente vraiment partout, sur la façade de certains volumes, dans les espaces extérieurs, mais aussi dans le mobilier à l'intérieur. Et donc c'est encore plus qu'un élément de la nature, ça fait vraiment partie de la construction de la maison jusqu'à la construction de son mobilier. Dans chaque projet, on aime bien pointer un détail qui est vraiment bien spécifique à l'endroit où on se trouve et je pense que c'est cette chambre qui est juste en face de la piscine. Donc le matin, tu te lèves, tu fais 3 pas et tu peux déjà aller dans la piscine. Et puis juste après, tu files à la salle de bain. Non mais cette salle de bain, c'est pas une salle de bain, c'est un aquarium. Elle est vitrée sur 2 faces et sur l'autre face, c'est la pierre brute dont Agathe a parlé. Et donc ça veut dire que quand tu prends ta douche, tu as une superbe vue sur ce paysage qui est juste incroyable. Et cette piscine, elle est aussi conçue pour faire un petit rappel avec le dam qui se trouve juste en bas. On est comme perdu, on ne sait pas si on se trouve dans la piscine ou bien dans l'eau du lac parce que c'est une piscine à débordement juste au bord de la falaise.
marche dans cet espace, on se rend compte de l'ouverture et des cadrages qu'il y a sur le paysage. On se rend aussi compte qu'il y a très peu d'éléments structurels pour pouvoir laisser les plus grandes ouvertures possibles sur la vue environnante. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que la matérialité du plafond, elle se prolonge à l'extérieur au niveau de la toiture qui est en porte-à-faux. Et donc il y a toujours cette petite ambiguïté avec laquelle les architectes aiment bien travailler entre l'intérieur et l'extérieur. Bon, ici on se rend vraiment bien compte du concept de la boîte de verre qui se trouve sous cette immense toiture. Une composition spatiale qui est hyper intéressante dans cette maison, c'est juste derrière moi lorsqu'on est à l'extérieur mais protégé par une toiture. Ensuite on a un espace intérieur et ensuite de nouveau un espace extérieur. Et donc on a cette sorte d'enfilade de plein d'espaces différents et on est à chaque fois perdu entre est-ce qu'on est à l'extérieur, est-ce qu'on est à l'intérieur, est-ce qu'on est couvert, est-ce qu'on est découvert. Voilà, ça aussi c'est quelque chose qui fait qu'on est en contact permanent avec la nature et avec ce paysage. Les 5 principaux matériaux qui ont été utilisés ici sont le béton, la pierre, le verre, le fer et le bois. Dans ces 5 matériaux, il y en a 2 seulement qui ont été importés de l'étranger, c'est le fer et le verre. Tous les autres sont produits ici localement. Il y a des carrières de calcaire qui permettent de créer du béton ici au Zimbabwe. On l'a déjà dit, cette pierre, le granit, elle vient d'ici, de la roche, c'est la roche sur laquelle on se trouve. Et le bois, c'est aussi un bois qui vient d'ici, du Zimbabwe. Ces lignes horizontales que l'on voit ici, en fait c'est là où on va mettre des bâtons de dynamite pour faire éclater la pierre et pouvoir la détacher de la roche dans laquelle elle se trouve. Lorsque les pierres sont exportées, généralement on enlève cette face et on se retrouve avec du coup une pierre lisse. Mais ici, le choix a été fait de la laisser dans son état d'extraction et on le retrouve aussi à un autre endroit plus bas où vraiment la pierre a été extraite et donc c'est plus qu'un matériau local, c'est un matériau qui vient du site même sur lequel la maison a été construite. Cette vue, on s'en lasse pas quand même. C'est magnifique, cet endroit est vraiment exceptionnel. C'est vraiment une maison unique, j'ai l'impression qu'il y a plein d'influences différentes. Des fois j'ai l'impression d'être dans les thermes de Vals, d'autres fois j'ai l'impression d'être dans une villa de Rem Koolhaas. Ouais. À d'autres moments tu pourrais être, je sais pas, dans un projet de Norman Foster avec ses grandes toitures. Donc c'est assez difficile de le définir, mais malgré tout, tout se met bien ensemble au final, même s'il y a plein d'éléments différents. Le bâtiment, il est assez harmonieux et on utilise tous les espaces en fait. Cette grande toiture, elle peut paraître démesurée, mais ça crée vraiment, ça ombre toutes les façades et ça crée des espaces qui sont à l'intérieur mais qui restent à l'extérieur, où on a un climat relativement agréable. Il faut savoir qu'ici on est au Zimbabwe, il peut faire très très chaud, mais aussi il peut faire froid. Et donc je trouve qu'elle marche dans les 2 situations. Le soir, les chambres restent assez chaudes et la journée, il y a de la fraîcheur qui passe un peu partout. Il y a aussi une ventilation naturelle dans tous les espaces, il n'y a pas de climatisation et franchement, ça marche assez bien. Ouais, non, ça marche super bien. C'est une maison qui est totalement atypique. Je pense au Zimbabwe, il faut qu'on dise, et on l'a déjà dit, économiquement, c'est un pays qui a eu et qui a encore beaucoup de mal. Donc cette maison, c'est clairement une exception. Au Zimbabwe, on ne va pas en croiser des dizaines. Parce que c'est un pays où les gens sont tellement accueillants, un pays magnifique avec des paysages incroyables et vraiment très intéressant. On a quand même fait, c'est notre 4e vidéo sur le Zimbabwe. Nous, on est venus 3 fois à des moments différents ici et à chaque fois, l'accueil, les gens, enfin, on adore ce pays et je comprends pourquoi les gens ont envie de s'installer et ont envie d'investir ici. Bon, mais je crois que maintenant, on va prendre la route, on va quitter cette merveilleuse maison, mais on va rester dans la région parce qu'on va aller voir les sculpteurs de pierre. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il y a des pierres ici qui ont été utilisées et ils sculptent les mêmes pierres sur lesquelles la maison se trouve. On a roulé environ 40 km après la maison pour se retrouver dans cette galerie à ciel ouvert. C'est pas vraiment une galerie parce que c'est des artistes qui montrent leur art et c'est impressionnant de voir le nombre de sculptures. Il y a plein de stands. Actuellement, il y a environ 70 artistes qui travaillent ici.
Et 70 en fait c'est pas tant que ça, parce que avant les années 2000 et la grosse crise économique qu'a connue le Zimbabwe dont on a déjà parlé, il y avait plus de 1000 artistes qui travaillaient ici. Voilà, c'est juste pour vous donner une idée, entre les années 2000 et aujourd'hui, il y a tout simplement 930 artistes qui ont arrêté, qui ont dû partir, qui ont dû faire autre chose. Et aussi il y a beaucoup moins de visiteurs, beaucoup moins d'acheteurs qui passent par ici, par le Zimbabwe, à cause de cette crise. Malgré tout, ils ont quand même des commandes qui viennent d'Europe. Il y a quelques galeries en Europe qui livrent tout simplement ces pièces dans des galeries et qui les revendent sur le marché européen. Donc c'est des sculpteurs qui sont reconnus dans le monde entier, même si aujourd'hui il y en a beaucoup moins que dans les années 2000. I rust all around it and then I use it what we do. Le travail qu'ils font est vraiment incroyable, c'est d'une finesse, c'est juste magnifique. Et en plus c'est avec de la pierre locale qui vient ici, des environs. And this stone is, which one is it? Opal. Opal. Opal, yes. Ah, this one is serpentine. How did it will look like after? It's a face. A face? Yeah, this is face. Yes. Nice. A man or a woman? Men. A man. Yes. Man face. Yes. Wow, a big face. Yeah. Ces sculptures, il y en a partout. It's big. Lot of sculpture. Yeah, a lot of stuff. Yeah. C'est super bien organisé parce qu'en fait là on est en train de se balader avec Dixon. Et Dixon il est le secrétaire du comité des artistes. Tous les artistes qui exposent ne se trouvent pas là pour le moment. Et donc c'est avec Dixon qu'on doit discuter le prix. This is Springstone. Springstone, ah, ok. On a craqué pour deux petites sculptures qui prennent pas trop de place dans la voiture mais qui sont trop mignonnes. Thank you Dixon. Bye bye. Allez, à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.